8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Souveraineté hydrique, la politique nationale de l'eau fait son chemin, fruit de la feuille de route royale. C'est un nouveau mode de gouvernance qui est désormais en place, avec pour mot d'ordre la rationalisation. Football, la discipline se professionnalise. Une convention de partenariat a été signée entre la Fédération royale marocaine de football, l'OCP et les partenaires privés. À la clé, la création d'un fonds de formation nationale de football. Nous en ferons le point dans quelques instants. Puis immersion à Rabat, la destination a de quoi fasciner. Les touristes d'ici et d'ailleurs succombent au charme de la capitale. Avec ses monuments historiques et ses jardins andalous, la ville offre à ses visiteurs un voyage dans le temps. Bonsoir à tous. Des canicules récurrentes, des précipitations déficitaires. Notre pays est frappé de plein fouet par la pire sécheresse depuis près de 40 ans. Une crise hydrique au cœur du discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du trône. Face à l'augmentation des besoins en eau et aux contraintes climatiques, Sa Majesté le Roi souligne la nécessité de la rationalisation et de l'utilisation des ressources hydriques ainsi que la lutte contre le gaspillage de cette denrée vitale. L'eau, cette ressource précieuse au cœur des préoccupations royales, et l'est encore plus en cette période de grande sécheresse. Car depuis 6 ans, le Maroc est en proie au stress hydrique. Une problématique que Sa Majesté le Roi hisse au rang des priorités. Dans le discours royal du trône, Sa Majesté le Roi pose les bases d'une nouvelle stratégie à même de garantir la sécurité hydrique du royaume. Vu l'accroissement des besoins et des contraintes, nous insistons sur l'impératif d'une mise à jour continue des leviers de la politique nationale de l'eau et sur la définition d'un objectif stratégique, quelles que soient les circonstances. Garantir l'eau potable à tous les citoyens et couvrir 80% au moins des besoins d'irrigation sur tout le territoire national. À cet égard, il est indispensable de parachever le programme de construction des barrages en donnant la priorité aux projets programmés dans les régions connaissant d'importantes précipitations. Un appel royal pour mener une réflexion profonde et innovatrice sur la problématique de l'eau. Son socle, une bonne gouvernance des ressources hydriques, doublée à l'innovation technologique. Sa Majesté le Roi a tracé la voie du développement du secteur hydrique. Il appelle à l'accélération de la réalisation des grands ouvrages hydrauliques, mais aussi à la formation des jeunes, des compétences qui pourront contribuer au développement du pays et de son économie. Quand on parle de l'eau, il ne faut pas omettre le secteur agricole. C'est l'un des secteurs qui consomme le plus. Pour cela, il faut privilégier l'utilisation des techniques d'irrigation qui consomment le moins d'eau possible, tels les cycles fermés de ressources et la réutilisation des eaux usées. Des besoins en eau grandissants et une ressource qui se raréfie. La vision royale permet au Maroc de résister face aux défis du changement climatique, tout en continuant à assurer l'approvisionnement en eau potable, garantissant la sécurité alimentaire du royaume. Pour en parler plus longuement, j'ai le plaisir de recevoir Madame Nadia Hmeiti, docteur en sciences de gestion spécialisée dans l'engagement environnemental de l'entreprise. Bonsoir Madame Hmeiti. Bonsoir Madame. Alors le diagnostic est sans appel. Le Royaume fait partie des 20 pays touchés par la menace du stress hydrique. La gestion rationalisée de ces torts bleus s'avère donc une urgence vitale. Quelles sont aujourd'hui les pistes prometteuses qui s'offrent à nous pour préserver cette ressource maigre ? En effet, le contexte tel qu'il a été décrit par Sa Majesté le Roi Lansro lors de son discours est plus qu'alarmant. Donc nous sommes passés de la phase du préventif à une phase de curatif très accélérée où il est devenu indispensable de prendre quelques actions car malheureusement nous sommes sous l'effet des changements climatiques en plus d'une période de sécheresse qui est très très longue, plus de 6 ans, et l'effet des changements climatiques auxquels l'homme a participé principalement
principalement, mais dont nous ne sommes pas responsables en tant que pays, Maroc, parce que nous sommes en Afrique, et l'Afrique souffre des changements climatiques plus qu'elle ne produit de gaz à effet de serre. Donc nous sommes appelés à prendre des dispositions qui nous permettraient de sortir de cette crise avec non seulement des solutions, mais aussi en ayant acquis un savoir-faire technologique ou un savoir-faire humain, et aussi cette mobilisation que connaît le Maroc autour des différentes causes et dont il sort toujours gagnant. Donc pour parler plus concrètement des actions à entreprendre, nous devons tout d'abord préserver les ressources qui nous restent, parce que effectivement les solutions innovantes et tout ce qui est installation ou mise en place de mesures, c'est tel que, encore une fois, l'a clairement indiqué Sa Majesté le Roi Lansao, ceci a pris du retard. Donc, pour peut-être compenser ce retard, nous devons aller vers la préservation en même temps de ce qui nous reste en tant que ressources hydriques contre la pollution. Contre la pollution qui pourrait avoir une origine solide ou liquide, ou qui pourrait provenir des ménages ou bien de l'industrie. Nous devons également rationaliser l'utilisation de l'eau, et ceci pourrait prendre plusieurs formes qu'on pourrait imaginer. Par exemple, nous assistons à la fermeture, et c'est une mesure qui est plus qu'indispensable, des bains morts pendant 2 ou 3 jours par semaine. On pourrait imaginer un système de minuterie dans l'utilisation de l'eau, et on ne va pas réinventer la roue, ça a déjà été installé par des hôtels ou bien l'industrie aérienne. Également, nous devons aller vers des solutions innovantes à faible coût économique et énergétique. Et encore une fois, ça a été indiqué par Sa Majesté le Roi Lansao, car nous ne pouvons pas parler de solutions d'adaptation ou bien d'atténuation des effets du réchauffement climatique tout en ayant un coût énergétique ou un coût en carbone. Et ces solutions doivent être portées par le secteur public, privé et la société civile. Ceci impliquerait l'engagement environnemental clair de toutes les parties prenantes, chacun selon son pouvoir, autorité, capacité à mobiliser les hommes et les ressources autour de cette problématique vitale. Et pour terminer, pour ces solutions, encore une fois dans le discours, il était question des autoroutes de l'eau, donc pour réaliser cette justice territoriale dans la répartition des ressources et le dessalement d'eau de mer. Et encore une fois, un baume au cœur, c'est que Sa Majesté a clairement dit que ça devrait être produit à base d'énergie propre et renouvelable, et ça ne peut que nous faire plaisir, nous, environnementalistes. Très bien, vous avez parlé de dispositions, de solutions. Le discours royal a clairement déroulé une feuille de route à cet égard. L'une de ses pièces maîtresses, le parachèvement du programme de construction de barrages. Comment, sur le terrain, ce programme de construction de barrages pourrait contribuer à la préservation de ces eaux de surface dans un contexte de réchauffement climatique? La construction de barrages est l'une des solutions essentielles, et d'ailleurs le Maroc il a acquis une expérience de nombreuses années dans ce sens. Donc nous devons continuer une politique qui a marché jusqu'à présent en l'améliorant et en évitant les quelques erreurs qui ont fait que ce système à un certain moment a rencontré par exemple la problématique de l'envasement ou bien l'entretien. Et nous sommes très contents que cela puisse être accéléré par justement les autres directives de Sa Majesté le Roi Lansao, pour qu'enfin cette mesure puisse contribuer à la préservation des eaux de surface. Maintenant, il est également question de préserver la nappe phréatique, comme je l'ai indiqué auparavant, contre toutes sortes d'agressions, donc la pollution. Et nous avons des lois qui devraient être appliquées et des mesures de contrôle mises en place, et également pouvoir... Et là, c'est quelque chose à laquelle on tient vraiment à cœur lorsqu'on parle de construction durable, c'est intégrer un réseau différent, ou bien un système, dans les cahiers des charges, un système obligatoire de stockage des eaux pluviales d'abord. On va les empêcher d'aller vers la mer et séparer les eaux grises des eaux propres à la consommation bien potable. Ceci permettrait de rationaliser l'utilisation de l'eau potable, qui est rare, mais également de récupérer les eaux usées et
pouvoir les réutiliser, et à la base elles seront dans un circuit, disons, c'est ce qu'on appelle les principes de l'économie circulaire. On va prendre quelque chose qui était voué à être détruite et la rendre voilà, ayant un rôle. Donc ce serait vraiment quelque chose, un acquis. Là, on est dans une crise, ce serait un acquis qu'on puisse accélérer plusieurs dispositions qui sont venues par-ci par-là dans des plans nationaux, que ce soit au niveau de la décarbonation ou bien de l'économie circulaire ou bien même le plan national de l'eau, pour qu'on puisse enfin accélérer leur mise en place et voir leur impact, ce qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs en matière d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Donc autant d'outils, de dispositifs innovants. Vous avez aussi parlé de stations de dessalement de l'eau de mer qui seront alimentées d'énergie propre. Pour vous, ces procédés non conventionnels sont aujourd'hui la planche de salut pour arriver à une certaine préservation des ressources hydriques? Écoutez, il y a quelques années, on aurait peut-être pu avoir ce débat de l'utilité d'aller ou non vers le dessalement d'eau, mais l'actualité ou bien le contexte climatique ne nous permet pas de nous poser ce genre de questions. Actuellement, il est plus question d'aller vers ces solutions tout en ayant le moins d'impact négatif sur l'environnement. Il est clair que dans chaque solution, il y a des points positifs, des points négatifs, il y a des points forts et des points faibles. Mais voilà, notre rôle, c'est mettre en place des solutions ou bien des programmes, les suivre, les évaluer, les rectifier et les mettre à jour de manière à ce qu'elles répondent favorablement au contexte. Le dessalement de mer n'est pas sans conséquence, c'est clair. C'est un traitement qui est très gourmand en énergie. Oui, c'est pour cela qu'il faut qu'il soit alimenté par l'énergie propre, renouvelable. Et ça, on revient encore une fois au discours de Sa Majesté Lainsou, qui a dit clairement qu'il faut acheminer l'énergie renouvelable du sud vers le nord. Nous sommes dans le nord, dans le centre, il y a une concentration de villes, d'agglomérations, où l'industrie et la consommation même de l'eau est très, très, très importante. Donc on revient vers la notion de justice territoriale dans la répartition des ressources. Donc nous avons de l'énergie propre renouvelable au sud, elle sera acheminée. Nous avons vers le nord et nous avons des ressources en eau abondantes dans certaines régions. Elles seront abandonnées vers là où il y a une pénurie. Et dans ce contexte, la politique nationale de l'eau en appelle à une prise de conscience collective. À votre avis, à quel point cette mobilisation citoyenne est primordiale dans ce sens ? Eh bien, cette mobilisation citoyenne, elle doit être prise à différents niveaux. Nous parlons ici d'engagement environnemental qui est accéléré par un contexte. Auparavant, c'était une démarche plus ou moins volontaire, qui est devenue coercitive sous l'effet des lois. Mais là, c'est notre survie qui en dépend. Et la prise de conscience devrait être manifeste à différents niveaux. Si on l'en prend les politiques publiques, ce sont nos élus, ce sont notre administration publique. Si l'on prend le secteur privé, ce sont les dirigeants qui devraient orienter les stratégies. Et si l'on prend l'université, ce sont la création de différentes branches qui auraient pour mission d'encourager la création de solutions innovantes. Et bien sûr, le secteur privé devrait également participer en étant un incubateur pour la réalisation et la mise en place de ces solutions. Donc on resserre nos rangs, sans oublier la société civile. Tout à fait. Sans oublier la société civile qui a ce rôle de mobilisation des populations autour d'une cause et également l'encouragement d'initiatives locales, qu'elles soient petites ou grandes, mais qu'elles puissent apporter un changement et apporter un impact au vécu d'une population donnée. L'appel est donc lancé. Je vous remercie, Madame Nadia Ahmeiti, docteur en sciences de gestion spécialisée dans l'engagement environnemental de l'entreprise. Merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Le Maroc conforte sa position, sa vocation d'exportateur de sportifs de calibre. En matière de football, le développement de la discipline passe avant tout par le volet formation. C'est justement dans cette optique que la Fédération royale marocaine de football mutualise ses ressources avec le groupe OCP et les partenaires privés. Une convention de partenariat stratégique a été signée à cet effet aujourd'hui à Medir. À la clé, la création d'un fonds de formation national de football dédié à la professionnalisation des centres de formation et à la promotion des jeunes talents dans la discipline.
Une montée en compétences à même de promouvoir l'excellence dans ce domaine, en ligne avec les hautes directives royales prônant un investissement dans les infrastructures autant que dans le capital humain. Écoutons la déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qjar. Il est au micro de Adna El Harras. تهدف أولا لمعالجة الإشكالية اللي كنتكلموا عليها دائما. La signature de cette convention qui intervient conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la promotion du sport national constitue une étape importante dans le processus de développement et de mise à niveau du football national. Cette convention offrira à l'ensemble des jeunes garçons et jeunes filles de différentes catégories d'âge et surtout sur tout le territoire du royaume la possibilité de pratiquer le football et de se former dans des conditions propices et professionnelles. Vous l'aurez sans doute ressenti, il fait de plus en plus chaud. Le thermomètre a atteint des pics sur plusieurs de nos régions. Des records de température frôlant les 47 degrés ont été enregistrés depuis samedi, notamment dans les provinces de Frebn Salah, Bni Mellal, Stat, Ramna, Zagora. Une vague de chaleur exceptionnellement intense qui devra légèrement s'estomper cette semaine. Et l'un des écosystèmes à subir de plein fouet les effets du dérèglement climatique, la Méditerranée est en surchauffe. Plus de 30 degrés par endroit en surface. Les eaux du bassin ont de nouveau atteint des records de chaleur enregistrés à l'été 2023. C'est ce que fait savoir le principal centre de recherche maritime espagnol qui prévient contre des canicules marines dangereuses pour les écosystèmes. Et la canicule continue de sévir dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen, accentuant les risques d'incendie. En Grèce, les pompiers continuent de progresser pour contrecarrer un violent feu de forêt qui fait rage depuis 3 jours dans la banlieue d'Athènes. Une femme a péri, 66 personnes et 5 pompiers ont également été blessés selon les autorités. Alimenté par des vents violents, il s'agit du pire incendie de forêt de l'année en Grèce. 10 000 hectares ont déjà été ravagés et d'innombrables bâtiments et véhicules détruits. Direction le Japon où la terre risque visiblement de trembler. La survenue d'un éventuel méga séisme provoque la panique à Nankai et paralyse plusieurs secteurs de l'économie dont le tourisme. L'avertissement a été émis par l'agence météorologique japonaise après une secousse de magnitude 7,1 qui a fait 15 blessés dans le sud du pays. L'avertissement doit être levé jeudi prochain si aucune activité sismique anormale n'est détectée. Retour chez nous et escale à Rabat avec ses médinas, ses vestiges, ses mosquées et ses arcades. Rabat est l'une des destinations les plus appréciées des visiteurs tant locaux qu'internationaux. À son histoire séculaire et son attrait culturel s'ajoute un cadre naturel exceptionnel et une offre touristique variée. Rabat, la cité où il fait bon vivre, fait le plein de touristes en ce mois d'août. Visite guidée tout de suite avec Kautara Boutir, Hamza Salih. Le récit est signé Maria Ouata. À peine franchie, la grande porte magistrale datant de l'époque mérénide, un monde merveilleux s'offre au regard des visiteurs. Nous voilà transportés au temps jadis, au cœur d'une cité antique, celle d'une nécropole vieille de plusieurs milliers d'années et qui, au-delà de son histoire, fascine petits et grands.
On est là parce que tout d'abord on est marocains et marocaines et fiers de l'être, et c'était pour faire découvrir à ma fille et aux générations futures toute la richesse de notre pays, de notre culture, et le faire voir fièrement au monde entier. Non loin de là, après avoir traversé les jardins andalous, parfumés au tilleul vert de la promenade, l'esplanade de la Tour Hassan et ses colonnades offrent aux visiteurs un immense terrain de jeu où l'on vient prendre la pause et où l'on admire Rabat, la magnifique. Je suis venue ici car j'aime ce site historique et ce qu'il s'y dégage. Se balader ici procure de bonnes ondes. Il y a quelque chose d'inexplicable dans ce lieu, presque d'impalpable. Autre lieu emblématique de Rabat et non des moindres, le mausolée Mohamed V, lieu de mémoire de tout un peuple, une visite incontournable, ode à nos racines et à notre identité. C'est la première fois que je visite le mausolée. Je dois dire que c'est absolument fascinant. Nous sommes venus en famille visiter Rabat, car c'est une ville historique et culturelle où il fait bon découvrir les monuments et les lieux emblématiques. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Rabat, cité culturelle, mythique et cosmopolite, attire les touristes du monde entier en raison de son aura si particulière. Un fin mélange de tradition et de modernité. Et l'été, c'est aussi la saison de la fête, des concerts, des festivals et des spectacles en plein air rythment les longues soirées estivales. Ambiance à Tanger, la corniche de la cité du Détroit qui offre son espace au Festival des plages. Après le rap, la fusion, le rail, le public tangérois avait rendez-vous hier soir avec Ikram El Abdia qui a enflammé la scène du festival avec ses reprises du répertoire de la haïta, de la musique charbi et contemporaine. Et c'est en musique que nous nous quittons. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.